Nous parlons volontiers des musiques populaires, c'est un grand terme qui en rassemble beaucoup. Ce sont un peu les musiques du quotidien, celles qui sont au fond de la poche, au fond de la mémoire, au fond des sentiments, des souvenirs de vacances ou des souvenirs de jeunesse, qui ne sont pas nécessairement liées à une forme particulière, mais qui se distinguent particulièrement par qui se distinguent notamment par la facilité avec laquelle elles sont partagées, écoutées et sifflotées également, hein. On peut entendre un air de la Traviata dans les musiques populaires, parce qu'on peut le retrouver par exemple dans un sample de rap et trouver une nouvelle vie. Voilà, donc c'est toutes ces musiques qui échappent un peu aux académismes, même si au bout d'un certain temps, elles en produisent elles-mêmes, mais ça, c'est le propre de toute création. Parce qu'elles sont dans la poche, ce que j'évoquais tout à l'heure, elles sont dans la poche des jeunes, elles font de l'entre-soi, ce sont des marqueurs générationnels, ce sont aussi des musiques avec lesquelles on se distingue des autres, on se distingue des parents, on se distingue de ceux à quoi on n'a pas envie de ressembler, et en même temps on s'associe avec les autres qui nous ressemblent. Voilà, donc ce sont des marqueurs générationnels qui sont très prisés notamment par les jeunes, parce que les jeunes ont du temps à consacrer à ça. C'est le fruit de l'expérience que nous avons accumulée depuis 30 ans, qui consiste à mesurer que derrière le loisir, derrière le plaisir d'écouter de la musique et de la partager, il y a des connaissances qui sont acquises, qui se partagent également, qui s'approfondissent, qui sont passionnantes à mettre en relation avec d'autres. Et il y a là des leviers éducatifs dont nous avons pris la mesure de l'importance, que ce soit sur le plan sonore, par exemple, écouter de la musique des années 60, c'est pas écouter celle d'aujourd'hui, c'est pas la même chose sur le plan sonore. Donc ça raconte une histoire, pouvons-nous la raconter, pouvons-nous la transmettre et faire que l'écoute de musique soit finalement toujours plus riche, toujours plus cultivée. Oui, on parle toujours de pratique musicale, c'est une belle habitude française et évidemment la pratique musicale est capitale, mais il faut faire attention à ne pas considérer que le rapport à la musique est uniquement lié à la pratique. Nous connaissons plein de gens qui sont des mélomanes, qui ne jouent pas d'instruments et qui ont de très grandes connaissances musicales. Et en outre, nous avons tous déjà fait l'expérience du fait que quelqu'un qui fréquente assidûment la salle Gaveau sera considéré comme un mélomane. Un jeune d'un quartier, comme on dit, qui en connaît long sur le rap, ne sera pas considéré comme un mélomane. Or, il a d'importantes connaissances et il sait les relier entre elles, et donc ça fait de lui quelqu'un de cultivé. Donc la pratique musicale, ça va un peu dans les deux sens. Il faut encourager les pratiques instrumentales à proprement parler, mais faire des mélomanes, c'est un petit peu comme pour le cinéma. On porte une grande attention à la cinéphilie, et on ne demande pas aux gamins qui participent à Collège de cinéma de devenir metteurs en scène de rechef. Les leviers éducatifs qu'elles offrent sont d'une grande variété. J'en ai évoqué tout à l'heure en évoquant par exemple le socle des musiques afro-américaines et leur rapport à l'histoire contemporaine, mais il y en a d'autres qui sont des leviers de méthode intellectuelle, par exemple, hein. Apprendre à critiquer, apprendre à écouter, à entendre, formuler un avis, savoir apprécier une œuvre et être capable et pouvoir réemployer un vocabulaire qui la décrit et qui la soumet à une vision critique. Toutes ces requêtes qui sont un peu au centre aujourd'hui de l'éducation artistique et culturelle sont particulièrement actives dans le champ des musiques populaires, d'autant plus que, je ne l'ai pas encore dit dans ces termes-là, mais c'est facile. C'est facile de s'appuyer sur des musiques qui sont déjà dans la tête des gamins. Autre levier de taille, c'est que l'écoute de ces musiques, leur partage dans la sphère privée des ados ou à l'école, en tout cas dans le cercle d'amitié et de convivialité que les ados fabriquent autour d'eux, participe aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Alors parfois on peut un peu en sourire du vivre ensemble tellement on l'entend, et c'est vrai qu'à l'entendre un peu tous les jours c'est lassant. Mais c'est une vraie question, nous sommes ici pour vivre ensemble. Et écouter de la musique et la partager, c'est vivre ensemble, parfois c'est une histoire qui va loin, parce que des gamins qui ont appris à écouter de la musique à 15 ans se retrouvent 3 ans plus tard à faire un groupe et éventuellement à en faire un temps important de leur vie. Donc voilà, ces leviers éducatifs sont nombreux et
vraiment, nous aurions tort de nous en priver, parce qu'ils sont simples d'accès, c'est facile, c'est des musiques qui sont là du quotidien, on n'a pas besoin de se forcer on n'a pas besoin de forcer l'attention des élèves pour les faire entrer dans ce cercle. La musique à l'école a toujours fait l'objet de formes d'insatisfaction. On connaît tous la fameuse histoire de la flûte et la détestation de la flûte, qui est un peu injuste parce que c'est quand même un instrument sympa et portable, donc pratique. Mais la question se pose plus dans des termes de savoir si le rapport à la musique, à ces formes musicales, aux connaissances que ça induit, peut faire l'objet d'un transfert scolaire. Est-ce que ces connaissances-là, dans lesquelles les ados, les enfants, les ados apprennent à classer, à organiser, à relier, est-ce que ces mécanismes intellectuels peuvent être mis à profit dans le cursus scolaire, et est-ce que la musique, ces musiques, peuvent venir jouer un peu les trublions, non pas pour le plaisir de troubler, mais pour justement construire des pédagogies de détour qui sont assez riches et qui sont mobilisatrices. Tout le monde connaît le jeune de la quatrième qui est agaçant et qui a tous les défauts de la terre, sauf que souvent il a une connaissance musicale très vaste. Et donc, est-ce que ça peut devenir un objet scolaire? C'est la question qui nous intéresse. Ben oui, on peut par exemple s'interroger sur la façon dont des textes de rap recyclent, reprennent des formes poétiques déjà éprouvées. On peut s'interroger sur la façon dont les chansons de Charles Aznavour font écho aujourd'hui chez les gamins de 12 ans. Donc il y a fatalement un passage par la case parent ou par la case transmission. Donc tout ça fabrique des choses qui ne sont pas des objets scolaires à proprement parler, mais qui font un pas de côté dans lequel l'enseignant se trouve un peu déchargé de la fonction académique usuelle de ses cours, de son programme, et recolle les morceaux justement par le fait qu'il fait appel à des mécanismes, à des connaissances qui sont dans la tête des élèves, mais qui sont rarement requises en tant que telles. Alors voilà, aujourd'hui nous interrogeons la présence de l'EAC à l'école et hors de l'école. Et c'est assez pertinent, parce qu'évidemment, un gamin va à l'école, à 16 heures il en sort, et que se passe-t-il? Il rentre chez lui, il va dans un centre de loisirs, il va dans une maison pour tous. Donc y a-t-il là des continuités qui peuvent s'opérer, qui ne seront pas de même nature évidemment, mais qui transitent par le même canal, à savoir le goût pour la musique, éventuellement d'autres disciplines d'ailleurs, parce que nous savons bien que les gamins qui vont jouer au foot écoutent de la musique et qu'on chante dans les tribunes par exemple. Donc ces choses s'imbriquent les unes dans les autres. Ce qui nous semble très intéressant, c'est que là où il y a du réflexe souvent, nous frayions le chemin pour de la réflexion, en quelque sorte. C'est-à-dire que le rapport à la musique soit toujours plus riche, cultivé et pertinent. C'est des musiques du quotidien. Donc c'est des musiques avec lesquelles on grandit, les musiques avec lesquelles on se fabrique de la nostalgie. Et fatalement, c'est toujours mieux avant. C'était mieux dans le temps, toujours. Donc le rocker, il y a quelques années, le rocker de base détestait le rap. Il en est revenu, puisque après on l'a vu dans les concerts de NTM. Mais au début, c'était ce genre de réflexe. Et outre les préventions comme celle-ci, ou les préventions liées au langage, où on considérera qu'on parle mal, qu'il y a des gros mots, etc., il y a aussi souvent des espèces de raccourcis qui consistent à considérer que si on fait de la musique, on se met les jeunes dans la poche. On a tous connu le concert pour les jeunes du quartier, qui ne conduit nulle part en général, sauf éventuellement à passer un bon moment. Enfin, ce qui est intéressant, c'est d'en passer un, puis d'en passer d'autres, quoi. Donc, on a tous connu le concert contre le sida. On arrivait au concert et on nous donnait un préservatif qui commençait à figurer comme l'argument du concert. Donc nous, on est assez attentifs au fait que la musique mérite d'être traitée pour elle-même, par elle-même, que les artistes, les projets artistiques qui sont soumis au public ont de la valeur, et les comprendre, les documenter est un travail important, et on a intérêt à s'obstiner, à rechercher le fait que le public connaisse toujours mieux ce qu'il va entendre. Alors, les pièges sont nombreux, parce que
Beaucoup de nœuds ont été faits et sont reproduits. Hein. Il y a le nœud de la légitimité, de l'illégitimité de ces formes, hein. Donc elles n'appartiennent pas aux académismes culturels avec lesquels on pense qu'on doit grandir, ce qui n'est pas nécessairement faux. Évidemment, il faut rencontrer cette culture qui souvent d'ailleurs n'était pas académique il y a quelques siècles, hein, ou quelques décennies. Mais aujourd'hui, il y a toujours ce nœud est toujours présent et il faut arriver à le dénouer parce que ce qui fait passion et pulsion chez des ados est légitime. C'est avec ça qu'ils avancent. Ensuite, il y a d'autres nœuds. Il y a le fait que les musiques dont nous parlons ont une grande proximité avec le marché, et donc avec la marchandise, et donc avec les stratégies de marketing, qui ne fonctionnent que sur le présupposé de la diffusion massive du même objet au même instant, un peu. Hein. Et donc, elles fonctionnent comme des rouleaux compresseurs, et elles ne tiennent pas compte de l'infinie fragilité qui est celle des ados quand ils rencontrent des œuvres artistiques, quand ils expriment des sentiments, quand ils apprennent tout ça. Parce que connaître des chansons d'amour, c'est apprendre à exprimer quelque chose qui va bien plus loin que fredonner une chanson. C'est va beaucoup plus loin. Quand on entend des gamins ou des adultes, pardon, dire qu'ils ont des souvenirs de chansons d'amour quand ils étaient ados, c'est pas rien. C'est pas rien. Et donc souvent, il y a une façon d'être du monde adulte, du monde tel qu'il est, d'enjamber un peu tout ça ou de passer un peu au rouleau compresseur. Or, il y a beaucoup de précautions à prendre dans la façon dont les enfants se tournent vers la musique. Et puis, il y a les assignations à résidence, alors à toutes sortes de résidences territoriales. Si tu es du quartier, tu vas aimer cette musique-là. Si tes parents sont originaires de tel pays, tu vas aimer cette musique-là, ce qui est effrayant, dangereux et injuste. Parce que là, encore une fois, les oreilles des gamins sont infiniment plus ouvertes qu'on le pense. Et là aussi, il y a beaucoup de précautions à avoir pour aborder ça avec le plus de générosité possible et de stimuler la curiosité. Et donc, il faut que les adultes eux-mêmes soient un petit peu capables de faire les liens qui font sens. Parce que si on n'explique pas au gamin que la musique qu'il est en train d'écouter, elle emprunte des formes qui ont une histoire et qui passent d'un tel à un tel et qui viennent de là-bas, si l'adulte ne sait pas le faire, bah évidemment, le gamin ne le fera pas ou le fera peut-être par lui-même. Évidemment, tout le monde peut faire des chemins par lui-même, mais pourquoi autant gagner du temps, quoi. Voilà, donc beaucoup d'obstacles qu'il faut savoir enjamber et qui ne sont pas toujours des obstacles très visibles et qui appellent donc ce travail un petit peu fin de connaissance et d'attention de la façon dont les ados s'emparent des œuvres et des objets esthétiques.